Alors, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à Socrates Romandie. Donc, Socrates Romandie, ça regroupe en fait les communautés craft de Genève, Canton de Vaud, donc Lausanne, et le Valais bientôt. On devrait avoir un premier meet-up en Valais à la rentrée en septembre. Genève, on recommence à partir de la semaine prochaine. Mardi prochain, il y a un meet-up qui se fera en présentiel. Vous pouvez déjà vous inscrire, et puis on espère vous trouver nombreux. Et puis cet après-midi, ce soir, on a Norman. Ça fait un moment qu'on essaie de l'avoir. Il a bien daigné de sortir de sa Belgique pour venir nous présenter un sujet. Allez, je te laisse te présenter. Ok, ouais, Allez. merci. Alors déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ok, super. Parce que je teste un setup avec une carte son, enfin bon, bref. Donc, j'ai un slide justement pour me présenter, mais donc le sujet, c'est Design Thinking for Dummies. Donc l'idée, c'est pas de vous prendre pour des imbéciles, mais de vraiment euh, apporter ce sujet de manière simple. Alors, c'est pas évident parce que c'est un sujet qui peut être assez complexe, mais je vais venir avec des exemples que j'utilise au quotidien. Alors, donc, qui je suis? Donc, c'est Norman Descoer. Je suis coach agile. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on appelle un coach agile. C'est un bonhomme qui vient essayer d'agiliser des process en entreprise et d'amener un côté humain dans l'entreprise quand il fait défaut. Je suis cofondateur de Pixis Belgique. Donc Pixis, c'est un réseau d'entreprises autogérées. Donc on a vraiment ce core business qui est l'agilité. Et donc moi, j'ai fondé Pixis en Belgique en 2014 et en 2010, donc avant Pixis, on a créé un truc qui s'appelle la journée agile. C'était un peu l'idée des Agile Tours, mais à autre chose. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas le but d'aujourd'hui. Vous avez quelques liens. Alors, j'ai mis des hashtags pour essayer de situer ce qui me motive aussi dans le business. Donc, l'agilité, évidemment. Les drones, donc j'ai été un des pionniers en Belgique à faire voler des bouts de bois avec des cartes imprimées qu'aujourd'hui on appelle un drone. J'aime bien la blockchain comme technologie, les cryptos comme utilisation de la blockchain, et je suis fan invétéré de voitures, alors collection sportive, voilà, j'adore la voiture. Je vous laisse aussi mon adresse mail, et c'est parti. Donc, ce que je fais aujourd'hui, donc je travaille pour le groupe Elia. Elia, c'est un TSO, donc en gros, c'est le gestionnaire infrastructure réseau électrique haut voltage, donc haute tension. Donc en gros, c'est les gros pylônes avec les gros câbles qui pendent un peu partout. À partir du moment où ça arrive en 220 ou en 400 volts, c'est plus Elia, c'est des opérateurs ou des fournisseurs d'énergie. Je suis plus spécialement coach agile pour le Nest, qui est un incubateur au sein d'Elia, incubateur de produits. Donc, en gros, la formule, c'est vous pitcher devant un panel et si votre sujet est retenu, vous avez droit à du coaching pendant 14 semaines au sein de ce qu'on appelle le Nest. Donc, c'est des experts techniques, des bases de données. Voilà, on déploie les moyens pour tester votre hypothèse en 14 semaines. Et vous repassez à la fin du Nest, donc des 14 semaines, au panel avec vos conclusions. Donc, soit c'est bullshit, on laisse tomber. Soit on a atteint un certain niveau, mais il faut un peu plus de temps, on repart dans le Nest. Ou alors, on a prouvé que ça valait la peine et là, on investit, mais là, on passe plus en mode incubation, mais en mode développement projet classique. Et c'est essentiellement là-dedans, en fait, qu'on a testé les approches UX, UI et Design Thinking plus spécifiquement. Avant de démarrer, j'ai un petit icebreaker ou un energizer pour vous et qui a un lien direct avec l'exercice. Donc, si vous pouvez, là où vous êtes, donc soit vous vous levez ou soit simplement vous fermez les yeux
Et vous imaginez que vous êtes dans un champ ou à la montagne, dans une plaine. Voilà, en Suisse, il y en a beaucoup plus que chez nous. Et dans 3 secondes, donc je vais faire le décompte, on va décoller pour aller vers la Lune. OK? Je vous ramènerai, donc juste écoutez ma voix, fermez les yeux. Donc vous êtes dans ce champ, dans cette plaine, il y a un léger vent, voilà, c'est paisible. Et quand je compte jusque 0, on décolle et on va sur la Lune pendant 15 secondes. OK? Donc 3, 2, 1, c'est parti. Donc voilà, donc dans quelques secondes, on va retourner où on était. Donc 3, 2, 1, voilà. On est revenu au point de départ. Donc vous êtes soit sur la plaine, soit dans un champ, et tout va bien. Donc là, je vais vous demander, alors soit vous le faites par commentaire, soit vous le faites directement au micro. Ouais, faut que je revienne. Donc, dans ceux qui ont réussi à partir et revenir, est-ce que quelqu'un d'entre vous a porté une combinaison d'astronaute? Donc, soit un petit signe, un petit pouce ou un commentaire. Je ne sais pas si je vois les commentaires. Oui, je les vois. Donc, non, non. OK. Est-ce que vous vous êtes positionné comme un Superman ou un super-héros? Vous voyez les bras en avant, comme ça? Non, non, non plus. Est-ce que quelqu'un a atterri sur la Lune? Ou est-ce que vous êtes juste passé autour, vous avez fait un aller-retour? Vous êtes passé au drive-in et puis vous êtes revenu? Non plus, plus ou moins, ras du sol. Ok, ça va. Donc, merci d'avoir participé. L'exercice, le sujet reviendra un peu plus tard, mais voilà. Pour l'instant, c'était vraiment juste voilà, euh, rêver un petit peu. Et quand on fait ça vraiment en groupe assez large, alors pas forcément en ligne, mais en présentiel, mais c'est aussi un moment où on peut échanger aisément sur cette expérience. Et par exemple, moi, je l'ai fait avec ma fille. Donc ma fille, en fait, elle est partie. Alors, c'était un peu un abracadabrant ce qu'elle m'a raconté. Parce qu'en fait, elle est montée sur un cheval, donc type Pégase, et elle est allée sur la Lune. Elle a galopé, puis elle est tombée de cheval, elle a vu une pizza et elle a commencé à la manger. Voilà, donc ça c'est l'histoire de ma fille qui a 9 ans, donc voilà, pas de panique. Elle n'est pas trop grande, elle a une imagination débordante. Mais ça montre aussi que quand on fait l'exercice avec des enfants, il y a une diversité de réponses beaucoup plus large. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet. Et ce qui m'a motivé, à part le fait d'être maintenant confronté au quotidien avec des équipes d'innovation, alors ça, c'est une conférence en fait donc c'était la conférence Apple et il y a un type dans le public qui interpelle en fait Steve Jobs sur OpenDoc. Enfin, voilà, c'est Java, OpenDoc, voilà. C'est un moment qui est tagué dans la vidéo. La vidéo dure 1 h 30. Les liens seront dans la présentation que on vous mettra à disposition. Et, euh, et donc, en gros, bon, c'était assez violent de la part du mec en question. Donc, il dit, vous êtes quelqu'un d'assez intelligent et ainsi de suite. Mais il lui pose la question sur OpenDoc et Java. Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez foutu pendant les 7 dernières années où, pour ceux qui ont connu l'histoire, ben, il s'est fait un peu jeter d'Apple, puis il est revenu. Et entre-temps, il a fondé Next et Pixar. Il ne s'est pas emmerdé, le gars. Donc voilà. Mais il a cette phrase par rapport justement au design, où il dit que finalement, il ne faut pas tomber amoureux de la technologie. Et, euh, et en gros, c'est un des défauts que je peux constater sur le monde technique. Moi, je suis développeur, hein, donc j'ai une imprimante 3D ici, j'ai des Raspberry un peu partout. Dès que je peux tester du code, j'aime bien ça, des nouvelles techno.
Et parfois, on est pris dans ce tourment de on a trouvé un nouveau truc, un nouveau jouet, et on veut lui créer un produit et un marché. Voilà. Et en gros, c'est sa réponse, c'est de dire il ne faut pas tomber amoureux de la technologie pour la technologie, mais plutôt partir du besoin de l'utilisateur et voir si ça match. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ces choix. Euh, la deuxième, c'est aussi une vidéo. Alors, excusez-moi, je teste mon micro. Hop. Où bah ici, en fait, c'est un Chief Product Officer qui a 25 ans d'expérience. Donc, le titre de sa conférence est 25 ans d'expérience en 20 minutes. Et il donne des conseils. Alors, il explique justement que bah, il faut écouter ses utilisateurs ou comment dire, ses clients quand il s'agit de définir le problème. Mais il faut arrêter d'écouter le client quand il s'agit de définir une solution. Okay. Donc ça, c'est deux vidéos qui pour moi sont du caviar. Surtout celle-ci, elle est très amusante voilà, parce que c'est un florilège de bonnes pratiques et il y a plein d'exemples de trucs à éviter en design. Donc voilà, ça c'est les sujets qui m'ont un peu motivé en lien avec mon occupation actuelle. Alors, donc la question bateau, c'est quoi le design thinking? Donc en gros, c'est une approche collaborative, c'est une démarche de design collaborative et itérative, où vous allez retrouver des mots-clés comme human-centric, problem-solving, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut vraiment en retenir, c'est que c'est basé sur l'humain. C'est le premier logo, hein, c'est la personne, donc il faut aller écouter les gens, il faut créer de l'empathie avec les gens, il faut tomber amoureux de leurs problèmes. Et l'aspect collaboratif est cyclique. Voilà. Si ça vous rappelle quelque chose, hashtag agile, on est en plein dedans. Mais là, on est vraiment basé sur le produit, le design, et pas sur la technique elle-même. Alors, ça, c'est différentes façons de le représenter avec les phases. Voilà, c'est différentes façons. Vous cherchez design thinking sur Google, vous allez tomber sur ce genre d'image, ce cycle ou ces phases qui s'entremêlent, ainsi de suite. Mais surtout, ce n'est pas linéaire. Voilà. Donc ici, c'est souvent des étapes qui sont mentionnées. On peut boucler entre plusieurs étapes avant de passer aux suivantes. Et le process en lui-même doit boucler. C'est un peu comme un sprint. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu l'agilité, ça rappelle très fort le PDCA, donc Plan, Do, Check, Act, mais d'une façon structurée pour des UX ou même des développeurs. Hein. Je veux dire, ça ne s'adresse pas uniquement aux UX, mais à des équipes de développement de produits. Et pour moi, une équipe de développement de produits, ce n'est pas forcément des développeurs logiciels. C'est des gens qui aident, qui participent au développement d'un produit. Donc, on peut avoir du marketing, un documentaliste, peu importe, un traducteur. Voilà. Il ne faut pas forcément avoir ces écharpes au bout des doigts. Voilà. Donc, le mot-clé, c'est itératif ou non linéaire. Un petit mot aussi sur le design. Je reprends encore une fois Steve Jobs. Le design, c'est pas juste à quoi ça ressemble, c'est aussi comment ça marche. Donc, quand on parle de design thinking, c'est vraiment ça. C'est pas juste comment faire des meilleurs dessins ou des plus beaux objets, c'est comment faire des produits ou des services qui ont une vraie utilité, qui ont un sens vraiment useful, utile de la chose, et qu'on veut en fait, parce qu'ils répondent à un problème. Il y a cette image assez bateau aussi, la différence entre ce qu'on pourrait appeler le design, ce qu'on appelle le design de manière commune, et le user experience. Et pour moi, le design au sens design thinking, c'est le UX, donc c'est le user experience. C'est comment l'utilisateur utilise notre produit. Donc, on lui avait ici dans cette image dessiné des beaux chemins, mais en fait, il prend le côté le plus facile pour lui, et pas le côté je suis obligé de faire un coin alors que je peux traverser tout droit. Alors attention, on n'exclut pas le côté beau
voilà, et utile à la fois. Il faut les deux, il faut un bon mix des deux. Alors, en termes de design, il y a aussi des fautes graves. Donc, j'en ai relevé quelques-unes. Alors, ça, c'est évidemment de nouveau des exemples bateaux, sans jeu de mots. Euh, je vous mettrai aussi en lien des vidéos YouTube et juste des recherches par rapport à ça. C'est infini, hein, le nombre de bad design qu'on peut avoir sur le web. Et moi, il y en a un, par exemple, qui me frustre. Alors, je n'ai plus vérifié si ça existe, mais moi, c'est cet écran-là. Alors, je ne sais pas dans les commentaires si vous pouvez me répondre, mais euh, quand, oups, pardon. Quand je reçois un appel, quand je suis déjà en appel, moi, je suis stressé par cet écran, en fait, de savoir sur lequel je dois appuyer. En fait, au final, je n'appuie sur rien parce que je ne comprends pas bien, en fait, là où je dois appuyer. Je ne sais pas si pour vous, vous avez le même effet, mais moi, voilà, je ne sais pas quoi faire. Je suis dans un appel, je suis déjà préoccupé par l'appel, j'ai mon attention qui est dirigée vers l'appel, et quand je reçois ce deuxième appel, je ne sais pas en fait. Je suis complètement tétanisé, donc du coup, je n'ose pas cliquer parce que j'ai peur de raccrocher à la personne avec qui je suis. Et je ne sais même pas si je dis, ici, le dernier, c'est hold and accept, si je pourrais reprendre le deuxième appel en revenant en arrière. Donc, je fais rien et je dis, bah, tant pis, je rappellerai. Donc, pour moi, ça, c'est typiquement un bad design et le deuxième n'est pas mieux. Hop, je vais prendre ça petit. Alors, hop, voilà. Le design thinking, donc, c'est pour moi la rencontre de plusieurs chemins. Donc, c'est qu'est-ce qui fait sens pour les gens. Et le sens, c'est résoudre un problème, c'est le bon timing, c'est des facteurs sur lesquels on n'a pas forcément de prise, mais qu'il faut être conscient. Voilà. Euh, qui doit être faisable techniquement, et quand je dis faisable techniquement, ça ne doit pas déployer une énergie folle pour le mettre en œuvre, et, euh, et qui doit être viable, parce que, ben oui, une entreprise, elle doit gagner de l'argent, donc au final, elle doit devenir rentable. Alors, ça peut être des phases, hein. On peut créer un produit qui est désirable, mais qui est sur une techno voilà, un peu bancale ou pas très scalable, et ainsi de suite. Mais alors, à ce moment-là, on doit tacler ce problème, on doit résoudre ce problème assez rapidement. Et puis, le côté viable, ben, rapidement, il faut aussi trouver un business model qui matche avec ce qu'on veut faire de cette solution. Et en gros, comme le dit ici, l'alignement de tout ça fait que ben, c'est là où on développe des produits magiques. Euh, Pardon. Alors, quelques éléments à prendre en compte quand on part sur une approche design thinking. Donc, c'est être capable de se dire qu'on ne connaît pas tout. Donc, c'est jongler avec l'incertitude. Il faut apprendre en le faisant. Donc, j'étais en réunion ce matin avec une équipe, et ils nous expliquent qu'en fait, ils ont des problèmes d'alignement entre ce que nous demande le client qui est bon, c'est une société de logistique, et le client qui est dans son bureau n'est pas conscient du problème des livreurs, et l'instance qui régule un peu le secteur demande une gestion documentaire. Typiquement, pour aller chercher un paquet, il faut une signature, et ainsi de suite. Ça marche pour des paquets. Mais quand il s'agit d'un conteneur, donc vous faites des travaux chez vous, vous videz les briques dans un conteneur, et le camion, il vient demain. Mais demain, je travaille, mais moi, je ne suis pas là. Mais en gros, le camion, quand il prend le conteneur, normalement, il doit faire signer un document, et personne ne le signe. Donc, je pense que le learn by doing, c'est un jour, il faudrait que quelqu'un s'asseye à côté du chauffeur et aller faire une tournée avec lui pour se rendre compte de c'est quoi son quotidien. Seek for inspiration from different perspectives, ça signifie aussi, dans l'équipe, il ne faut pas que des UX. Il ne faut pas que des gens qui sont formés à ça. Il faut des développeurs, il faut des gens, limite même des jeunes adultes, si pas des enfants, hein, parce que là, ils en ont vraiment plein de créativité. Il faut une perspective qui n'est pas forcément
celle du développeur ou du product owner, ou il faut vraiment une mixité de profils dans l'équipe. Penser avec les mains, c'est un peu comme le learn by doing. Il faut prototyper, il faut y aller rapidement. Le paper prototyping, c'est pour moi ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc même une application, vous pouvez la faire en papier. Fail often, early and cheaply. Très clairement, nous par exemple dans le Nest, on utilise des technos assez rapides. On fait par exemple des Figma ou des Balsamic Mockup parce que ça permet de faire des suites cliquables, c'est des scénarios prédéfinis, évidemment, il n'y a pas d'intelligence derrière, mais au moins, quand on le met en test à l'utilisateur, il peut rapidement nous dire ah bah oui, mais vous ne vous rendez pas compte, moi, quand je suis en intervention, j'ai qu'une main disponible, donc s'il y a 17 écrans, moi, ça ne m'intéresse pas. Et avoir 25 champs alignés, moi, je ne sais pas taper sur un écran comme je veux. Il faut quelque chose de plus simple. Parfait. Comme ça, on le sait. Et donc, Go Visual, c'est Miro, des post-it sur un mur, rien de mieux, quoi. Donc, vraiment, les trucs bateaux, mais voilà. Souvent, on essaie de résoudre le problème par l'outil, alors qu'il suffit de prendre du papier, du crayon. On est bien dans une conférence Craftman, donc je pense qu'on est au bon endroit. Comme je le disais en intro, ne pas tomber amoureux de la solution. De nouveau, dans les bad design, il y a un florilège d'exemples qui ne servent strictement à rien. Donc, dans la conférence justement sur les 25 ans d'expérience de product management, il y a une société qui a réinventé la salière. C'est une salière connectée, Bluetooth. Il suffit de présenter son plat et elle sale le plat, ce qui est complètement inutile, quoi. Enfin, bref, on va pas ajouter de la complexité à un objet qui est déjà simple. Et qui, franchement, l'apport de l'automatisme ne sert strictement à rien. Excusez-moi, je vais juste prendre une gorgée. Voilà. Alors, comment on fait? Alors, je vous ai mis un déroulement probable. Donc, c'est des étapes par lesquelles on passe quand on attaque des workshops, une série de workshops en design thinking. Avant de démarrer, est-ce que vous avez des questions? Alors, par contre, l'écran est particulièrement pixelisé chez moi, d'autres également. Ok, bon, désolé. Ok, je ne sais pas si d'autres ont le problème. Pas de souci. Ok, après, de toute façon, c'est enregistré. Moi, j'aurai un enregistrement et Alexandre est en train d'enregistrer la session. Donc, à la limite, en replay, ça devrait passer. Oui, donc ici, je vais vous présenter le déroulement probable, mais est-ce qu'il y a jusqu'ici des questions auxquelles vous voudriez absolument une réponse avant de continuer? Oui, je prends pas de réponse comme un non. Alors, donc, pas de panique, c'est une liste à puces. Elle peut paraître longue, mais par habitude, on peut faire ça en 2 jours. Alors, il y a certains workshops qui sont vraiment faciles et simples à faire. Alors, le déroulement, c'est quoi? Hop. Alors, trouver des personnes, groupes spécifiques, les classer plus ou moins proches du défi. Alors, ici, je vous explique ce qu'on fait et le comment, je vous l'explique après. Ensuite, donc, quelles sont les 3 ou 4 personnes, groupes de personnes à questionner les plus proches du défi? Quelles sont les questions que nous allons leur poser? Leur poser les questions, évidemment. Classer et comprendre leurs réponses. Créer une représentation de nos utilisateurs. Alors, certains ont déjà évidemment les réponses par rapport à ça. Il faut en choisir un pour démarrer, donc un utilisateur ou une représentation d'utilisateur. Comprendre leur expérience utilisateur et les émotions qu'ils traversent pendant cette expérience. Définir le problème. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il est en jaune maintenant. Après. Imaginer des solutions.
en dépassant nos limitations, évidemment. On cumule ces idées, on les mixe, le plus égale le mieux, quantité égale qualité. Donc, c'est des exercices qu'il faut faire justement quand on essaie d'avoir un maximum d'idées de résolution. Développer nos idées en les enrichissant, décider avec quelle solution on démarre, célébrer parce que au final, on a traversé toutes ces étapes et c'est très bien. Ok, donc ici, c'est ce qu'on appelle le double diamant. Donc c'est comment on va aborder les choses dans le process. Alors, toutes les étapes que je viens de vous citer, elles vont se classer dans ces deux doubles diamants, enfin ce double diamant. Donc, il y a une première phase qui est de diverger. Donc, c'est comprendre qu'on ne comprend pas ou accepter qu'on ne comprend pas et donc aller chercher un maximum d'infos et ne pas partir sur c'est ça qu'il faut résoudre. C'est imaginer qu'on ne sait pas exactement quel est le problème. Parce que sinon, on est déjà une étape plus loin. Nous, on est très fort, enfin, nous, en tant que développeurs, on est souvent très fort à développer les solutions, voire même trouver des solutions à certains problèmes. Mais on manque de consistance quand il s'agit de dire mais pourquoi on résout ce... Enfin, quel est le problème qu'on tente de résoudre avec nos solutions. Okay. Donc, voici en filigrane, vous revoyez un peu le double diamant. Et chaque étape est remise sur les différentes listes à puces sont là à l'élément jaune qui est définir le problème. Donc vous voyez qu'en fait, quand on arrive à définir le problème, on est à la moitié du process. Donc on est généralement là où on croit être quand on démarre un projet, c'est j'ai l'idée de la mort qui tue de start-up, on va créer le Facebook numéro 2, mais uniquement pour les fermiers dans le Valais. Voilà, pouf, on a le problème, on va leur résoudre leur problème. Si on va questionner les fermiers, ils ont peut-être même pas Facebook ou ils ont Facebook et ça leur va très bien. Donc, le marché qu'on est en train de créer est juste minuscule et ne va résoudre aucun problème. Donc, l'idée ici, c'est de vraiment définir une série de workshops avec les utilisateurs, parfois sans les utilisateurs, pour arriver à comment dire, pointer le nœud du problème qu'on veut résoudre. Et là même, la façon d'énoncer le problème peut avoir une incidence drastique sur la solution qu'on va développer. Alors, même question, est-ce que jusqu'ici tout va bien? Vous pourrez repasser ça au ralenti. Je vous donnerai la liste de manière indépendante. Mais n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Alors, ici, je vais en parler plus tard. Donc, je vais aller sur le concret. Donc, en gros, ça, c'est des boards Miro qu'on utilise pour nos projets. Combien de temps on dédie à ce process? Donc, en gros, ici, je vous ai dit, dans notre cas, on est dans un mode d'incubation. C'est un mode assez rapide. Donc, on est 14 semaines ensemble sur une problématique. On ne passe pas 3 semaines à brainstormer pour essayer de trouver la première idée sur laquelle on démarre. Donc, généralement, en 2 ou 3 jours, on a un premier élément sur lequel on peut prototyper. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Donc, on commence. Donc, ici, je disais trouver des personnes, groupes spécifiques. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine déjà un sujet global. Hein, et on va essayer de lister ce qu'on appelle les stakeholders. Donc, c'est une stakeholder map, donc les personnes impliquées dans le défi qu'on essaie de relever. Okay. Ici, c'était par exemple pour aider à identifier les problèmes dans le flux financier avant la clôture trimestrielle ou annuelle. Donc, on a d'un côté les stakeholders internes. Donc là, on est chez 50 Hertz, donc la branche allemande d'Elia. Et là, sur les externes. Donc les externes, on va avoir les banques, le régulateur, les autorités, les clients, les investisseurs, et ainsi de suite.
Et là, on est sur le monde interne. Okay, donc, évidemment, on a plus facilement accès à des collègues ou des gens qui sont proches en interne qu'aller questionner des banques, parce que là, on n'a déjà pas les noms des personnes qu'il faut questionner. Donc, on fait ça. Les cercles représentent leur proximité par rapport aux défis qu'on essaie de relever. Ici, Sacha, c'est le product owner et qui fait partie de l'équipe financière. Donc, évidemment, c'est celui qui est au centre du défi. Mais on voit que tout autour, et pas très loin, on a d'autres stakeholders, hein, de l'accounting department, le head of accounting, et ainsi de suite. Donc, c'est toutes des personnes, clairement, qu'on va aller interviewer. OK? Je vais... Désolé. Donc, hop. Ici, on a donc les quelques personnes qu'on va aller questionner. On va aller créer des interviews. Donc là, en gros, on se met devant le tableau. Oups, trop loin. Donc c'est un tableau qui est lourd à charger. Donc là, on va commencer à définir des questions. Suivant qui on va aller questionner, on va aller définir un certain nombre de questions à leur poser. Évidemment, l'idée, c'est d'enquêter sur, au final, c'est quoi le défi clair qu'on veut atteindre. Alors, hop, ici, l'étape suivante, c'est classer et comprendre leurs réponses. Là, on utilise des empathy maps. Donc, c'est une carte d'empathie sur laquelle on va positionner la personne et distinguer des éléments dans leurs réponses. Donc, c'est qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ça peut être au quotidien, mais ça peut être aussi par rapport aux défis ou leurs problèmes, comment en fait ils contournent le problème. Ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Okay. Donc, il n'y a pas de jugement, c'est juste du classement. Et à cette étape-là, c'est super important, quand on fait des interviews, de ne pas proposer des idées et de ne même pas les demander. S'il les propose, il les propose, ça, c'est pas grave. Donc, rappelez-vous, il s'agit de bien écouter le client quand il explique ses problèmes. Il ne faut pas l'écouter quand il donne des solutions. S'il se trouve que la solution qu'il donne est bonne, tant mieux. Mais pour l'instant, on ne va pas chercher des idées de résolution. On va juste s'assurer de comprendre c'est quoi le problème. OK? Donc voilà, et vous faites ça pour tous les clients, enfin tous les stakeholders que vous questionnez. Donc chacun a sa empathy map. Alors vous verrez qu'il y en a qui ont beaucoup de choses à dire. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus réservés ou qui n'ont pas juste le temps de répondre. Alors, un petit tips en passant. Questionner les gens, souvent ils n'ont pas le temps. Donc moi, ce que je propose généralement, c'est un quart d'heure, 20 minutes, le temps d'un café. C'est est-ce que tu as le temps de répondre à quelques questions. Et vous verrez que quand il s'agit de questionner des gens sur leurs problématiques, au final, ils prennent beaucoup de temps. Parce que ça les rassure, ça leur fait du bien de parler de leurs problèmes. OK. Donc, je reviens ici. On a classé leurs réponses. Maintenant, on crée une représentation de nos utilisateurs. Alors, évidemment, c'est bateau comme ça, mais on crée des personas. OK. Donc, on va créer des personas. Alors ici, c'est des trucs marrants, fictifs. On a essayé de modéliser la personne. Alors, un persona, c'est, on a une description. Alors, ça peut être clairement le copier-coller d'une personne réelle, comme ça peut être le mix de plusieurs personnes. Et en ça, on se réfère à la stakeholder map et on prend les personnes les plus proches du problème, mais qui ont des similitudes. Donc un persona peut être, comme je disais, une personne réelle ou un personnage fictif, mais voilà, c'est pas non plus... c'est une personne qui pourrait être réellement dans l'entreprise. Donc on va définir ses attitudes et ses comportements, les quotes, les phrases clés qu'elle dit, qu'on peut reprendre aussi des interviews qu'on a faites, et les objectifs par rapport aux problèmes ou en général dans sa vie dans l'entreprise. OK? Donc, hop, je reviens ici. Donc, on est ici, on a créé des personas, donc représentation virtuelle, fictive de nos utilisateurs. Maintenant, on va en choisir un ou deux
Alors, ici, dans notre cas, c'était ce projet-ci sur lequel j'ai basé les Customer Journey. Donc, on a Bob l'éponge et Chandler Bing, qui est le manager, parce que la problématique était de faciliter l'onboarding des nouveaux employés. Okay, donc là, on avait deux facettes. C'est comment on peut améliorer l'expérience du nouvel employé. Et quand on a fait les interviews, on a remarqué qu'en fait, la grosse problématique, c'était le temps que pouvait dédier le manager à cet onboarding. Et donc, on s'est dit, on va faire un deuxième persona qui est le manager lui-même. Où sa grosse problématique, clairement, c'est de trouver du temps d'accompagner les nouvelles personnes dans la société. Okay, donc là, on a défini nos personas. Et ensuite, on va créer un schéma, donc ça s'appelle un Customer Journey. C'est comment ces personnes vivent le défi. Donc, dans notre cas, le défi, c'était améliorer l'expérience d'onboarding. Eh bien, on a le nouvel employé qui passe par différentes phases et on a le manager qui passe aussi par différentes phases, parfois les mêmes. Donc, le premier jour, ben oui, évidemment, il est là. Mais lui ne vit pas les mêmes problématiques au même moment. Donc, même si on a les mêmes étapes, deux personas différents peuvent avoir des satisfactions différentes. Donc ici, le code couleur est simple. Vert, ça se passe plutôt bien. Orange, ça pourrait être mieux. Et rouge, c'est clairement difficile. Donc si je dézoome, vous voyez que les trois premières étapes, elles sont vertes chez les deux. Donc c'est clairement pas là qu'on va investir du temps. Mais déjà, à partir de la troisième étape, c'est rouge chez notre nouvel employé. C'est orange chez notre manager. Donc là, il y a un indice. Donc en gros, ici, on va aller chercher les zones un peu plus tendues. OK? Donc, ça, c'est clairement ce qu'on appelle le Customer Journey. Pardon. C'est l'expérience que vit votre utilisateur avec votre produit, avec votre expérience de vente, avec votre expérience d'achat, enfin bref. Donc, c'est toutes les étapes importantes et clés dans votre processus, ici d'onboarding ou de vente. Voilà. Donc, quand on a cette liste, donc là on a différentes étapes, en gros on fait un scoring des étapes. On va prendre les rouges par exemple, et tout dépend de la stratégie qu'on veut appliquer. Soit on veut vraiment améliorer les rouges, ce qui semble évidemment le plus évident. Soit on pourrait se dire, oui, mais on a des quick wins à faire, le vert il est vert, mais il pourrait être encore mieux. Donc est-ce qu'on n'attaquerait pas ça en premier? Et là, ça dépend vraiment de ce vers quoi vous voulez aller. Il n'y a pas de bonne réponse là-dedans, c'est vous qui voyez. Ici, clairement, comme c'était améliorer l'expérience d'onboarding, il est mieux d'atténuer les zones rouges que d'essayer d'améliorer des choses qui sont déjà perçues comme bonnes. OK? Donc, de nouveau, cet exercice, c'est 1 heure grand maximum. Vous prenez déjà des personnes qui sont proches du problème. Elles vont vous dire, si je prends par exemple l'expérience d'améliorer l'expérience à la cantine de l'entreprise, vous prenez quelqu'un qui va tous les jours à la cantine de l'entreprise, il va pouvoir vous répondre, déjà moi je décide d'y aller, ce qui n'est pas le cas tous les jours, enfin, ou tous les jours, mais il faut réserver une table, donc parfois j'oublie, donc il se passe ceci, il se passe cela, donc vous faites vraiment des scénarios par rapport à ça. Donc il y a du moment où j'ai envie d'aller manger à la cantine de l'entreprise jusqu'au moment où j'ai quitté la cantine de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Et donc vous voyez des étapes à améliorer. Une fois que vous avez ça, en équipe, comme je disais, vous sélectionnez l'endroit où vous voulez améliorer les choses. Ici, par exemple, on a voulu pousser l'exercice assez loin. Donc on n'a pas dit limitez-vous au post-it rouge. Donc, ne vous limitez pas juste à l'expérience négative. Ici, par exemple, c'était choisir ses outils et son équipement nécessaires à sa fonction. Je ne sais même pas où il faut le demander, à qui il faut le demander, est-ce qu'il faut un outil, j'en sais rien. Un outil peut-être que je n'ai même pas.
ben, on a dit à l'équipe, ben, brossez large. Si vous avez des idées d'amélioration, même sur des sujets qui sont verts, allez-y. Et là, on va rentrer. Donc là, euh, on pourrait se limiter, par exemple, à celui-ci. Et nous, on a dit, ben, on va brosser large parce qu'on veut diffuser le design thinking au maximum dans l'entreprise. Donc, on va faire l'exercice sur tout. Donc, ici, définir le problème, ben, nous, on n'a pas convergé à cet endroit-là. On a laissé assez large l'endroit sur lequel on veut améliorer les choses. Et donc, la deuxième phase, ici, qui a été de créer des solutions, ben là, on est plus dans le côté divergent du côté solution. Donc là, jusqu'ici, jusqu'au rond jaune, on est à cerner le problème. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, c'est ce qui fait le plus défaut dans les entreprises. Et si ça devait s'arrêter ici, là maintenant, à 19h49, ben, en gros, c'est l'essence de ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est s'équiper en workshop, en outillage et en connaissances pour s'assurer qu'on attaque le bon problème. Parce que je disais en intro, bah, souvent, nous, on est assez bien musclés au niveau trouver des solutions et les mettre en place, mais attaquer le bon problème, ce n'est pas toujours le cas. Je vais reprendre une gorgée d'eau. Donc jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Donc là, on a attaqué la liste du dessus en arrivant jusqu'à définir le problème. Après, n'hésitez pas à poser des questions en cours de route. N'attendez pas forcément que je vous donne la parole pour en poser. J'aurais peut-être une question. Je t'écoute. Oui. Là, vous avez montré toutes les possibilités pour diverger et puis diverger encore plus à l'extrême en débridant l'esprit des gens, en disant, ben voilà, attaquez tous les problèmes que vous voyez là, toutes les solutions. Puis, si on prend cette option de divergence à outrance, quand est-ce que vous allez dire ou comment vous allez amener dans le workshop ou dans un workshop suivant la convergence en disant, bon, OK, on s'est bien amusé le workshop d'avant, maintenant on va regarder en termes d'impact, en termes d'urgence, en termes... Ouais. Comment vous amenez ça? OK. Donc, ben, je pense en effet, ici, bon, l'exercice était un peu particulier parce que je voulais pas limiter les gens et comme on est justement dans l'incubateur, je voulais qu'ils aient l'esprit libre de faire ce qu'ils veulent. À tel point qu'en fait, ici, quand ils définissent des solutions, donc là, en fait, c'est des rounds de 8 minutes. Donc en 8 minutes, bah, la première personne, elle a écrit bah, tout ça. Donc elle a plein de solutions, les post-it orange et le jaune ici. Donc chaque ligne, donc ici on voit que c'est Hélène, Patricia. Donc Hélène a créé toutes ces solutions-là en 8 minutes. Alors ça ne veut pas dire que c'est les bonnes et c'est des trucs bateaux, j'en sais rien. Je ne juge pas. Et ensuite, on a une autre façon de faire l'exercice, c'est que je leur impose en fait une caricature. Donc ça, c'est une autre façon aussi de converger. À un moment dans l'exercice, si je vous demande, si je vous redonne 8 minutes, vous allez peut-être avoir une ou deux idées en plus. Alors, l'exercice suivant qui est, en gros, je vous dis, et si c'était Walt Disney qui résolvait le problème, comment ferait-il? Si c'était Angela Merkel, si c'était Elon Musk, si c'était, ici c'était Casa del Papel, donc c'est le côté, on a braqué la banque, on a le budget qu'on veut, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, donc c'est un peu forcer le trait sur, voilà, ici c'était Michael Jackson, Bill Gates, Oprah Winfrey, en mode guerrier. Donc c'est relancer un peu la dynamique d'idéation. C'est parfois la contrainte permet de débloquer un peu les idées. Mais après, donc là on a encore divergé un peu plus. Après, l'idée c'est qu'on fait des votes. Donc on ramène un peu à la conscience collective de dire
vous avez chacun 3 votes, donc on fait du dot voting. Peut-être que vous avez déjà utilisé ça. Est-ce que, si je vous donne 3 votes, quelle est la solution que vous allez choisir? Alors, on peut imposer une contrainte qui est vous ne pouvez pas voter pour vos post-it, ou vous ne pouvez voter qu'une seule fois pour vos post-it, et ainsi de suite. Et là apparaissent en fait des choix plus raisonnés, et les gens instinctivement vont les choisir, non pas les verts, mais les rouges et les jaunes, parce qu'ils voient peut-être très clairement, ils ont rebondi sur une idée de quelqu'un, et ils se sont dit, ah ouais, là, ça a du sens, et voilà. Donc, moi, j'ai pas de contrainte à ce niveau-là. Après, si ça dépend du cadre dans lequel on fait l'exercice. Si on nous dit, ouais, non, non, moi, les côtés verts, on s'en fout. Franchement, on va pas améliorer un truc qui marche. On ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je veux juste améliorer le fond du panier. C'est là où on est mal coté sur TripAdvisor, sur je ne sais quel outil de scoring d'entreprise. Il faut vraiment qu'on s'améliore à ce niveau-là. OK, là, on travaille que les rouges. Et deuxième contrainte, il faut que ça aille vite. Dans moins d'un mois, il faut déjà une solution. OK, là, on jongle avec les contraintes. Donc forcément, on ne va pas aller s'amuser sur des terrains un peu lunaires, pour revenir à l'exercice. Donc voilà, ça dépend de l'équipe qui organise et qui gère un peu le workshop. Est-ce que tu avais une idée derrière la tête par rapport à ça ou Non, c'est très intéressant, surtout le dot voting, mais ce qui m'aurait intéressé encore un peu plus par rapport à ce point-là, après j'aimerais, je me sais, votre expérience par rapport à ça dans le dot voting, comment est-ce que vous allez articuler les rounds de dot voting, parce que si l'équipe est composée d'une dizaine de personnes, ben, on ne va pas avoir de convergence très vite, est-ce que vous allez éliminer Oui. juste en quelques lignes, hein, Oui. une Je vais te montrer la suite de l'exercice, en fait. Donc ici, en fait, on fait un dot voting et il y avait 5 personnes dans l'équipe. On a pris les cinq idées les mieux cotées. Et en fait, après, on fait un brainwriting. Donc c'est un autre exercice où, en gros, on prend une idée de base et on va l'améliorer. On peut l'appeler aussi le perfection game. Donc l'idée, c'est pas oui mais, c'est oui et. Donc ici, on est parti sur l'idée de une application de gamification. OK. Et moi, on fait des rounds de, je pense que c'était 3 ou 5 minutes. Donc on est 5, on va tourner 5 fois. Donc chaque personne va aller affiner, enrichir l'idée des autres. Pour revenir à la fin sur sa propre idée, on va mettre à plat les idées, on va dire, ah ouais, il y a ça, donc moi j'ai pensé à ceci, à cela, à cela. OK, donc là on a les 5 idées qui ont été portées. Il y en a certaines qui ont été bien plus enrichies que d'autres. Et puis, dernier point, on fait un dernier dot voting. Donc il n'y a qu'une solution qui va être mise en place, c'est une des 5 qui est là. Mais pas une des 5 qui est née d'un exercice de 8 minutes, c'est une des 5 qui a été enrichie par tous les membres de l'équipe pendant 25 minutes. Et là, après, il faudra faire un choix. Donc, ici, en fait, c'était l'idée qui a été retenue, c'est de faire un outil de gamification avec des succès, des trucs. Enfin, voilà. Donc là, en fait, on va cycler sur le dot voting, raffiner, refaire un dot voting, et puis il y a un seul gagnant à la fin. Donc c'est comme un tournoi dans le tournoi, il n'y en a qu'un qui gagne à la fin. Est-ce que ça apporte un élément de réponse? OK, parfait. Et ça, c'est notre façon d'avoir fait celui-là, il y en a plein d'autres. Le dot voting, c'est une façon. Tu as une autre façon de le faire, c'est quand tu es dans la même pièce, moi, des fois, j'utilise des faux billets, genre Monopoly, et tu as un budget, et tu ne peux le dépenser que sur certaines idées. Et donc, c'est un peu comme des VC qui sont devant un parterre de start-up et qui doivent miser leur argent. Si j'ai 100, j'en mets 80 sur celle-là et 20 sur celle-ci. Donc là, c'est plus 3 votes identiques, c'est j'ai 100 balles à dépenser sur 5 idées.
Si je mets 20, 20, 20, 20, 20, voilà, après c'est mon choix, mais le suivant, lui, va peut-être mettre 100 sur une seule idée, et au final, ben, c'est celle qui a le plus d'argent qui gagne. Donc c'est une autre façon de le faire. Donc voilà, mais on le fait en plusieurs étapes. Okay, donc il y a le côté, ici dans cet exemple-ci, je n'ai pas fixé de contraintes sur auxquelles on doit apporter une solution. Ils ont 8 minutes pour apporter un max de solutions. On fait une lecture complète. Après, je leur fixe la contrainte de ben, choisissez 5 personnages et vous me définissez comment eux créeraient une solution par rapport à ça. Alors évidemment, c'était l'époque, comment il s'appelle encore celui-là, je n'ai même pas envie de citer son nom, bah, il va construire un mur entre le Mexique et les US. Bah, ici, il allait faire un mur entre la société et le nouvel employé. Enfin, voilà. Et, mais les idées farfelues, elles permettent de rebondir et parfois de trouver une idée qu'on n'aurait pas eue si on n'avait pas mélangé un peu toutes ces bêtises-là ensemble. Et donc, dans l'affinage qui est là de la solution qu'on a choisie, bah, il y a un morceau, il y a probablement un morceau de ce qui a été dit dans les idées un peu farfelues ici. On parle de gamification, bah, forcément, Walt Disney, il est là, quoi. Il a l'ombre qui plane ici, quoi. OK. Alexandre, une question. Combien de temps il reste? Comme ça, Alors, donc en Wings, on a conseillé 10, donc 10 minutes. OK, ça va. Super. Donc ici, bah, c'était le Customer Journey, donc c'était ce que je voulais montrer. Hein. Donc c'était comment analyser en fait l'expérience que nos clients vivent avec nos produits. Des trucs bateaux aussi, mais n'essayez pas de résoudre tous les problèmes du monde en une seule solution. Bah, entre autres, oui, il y a le couteau suisse interminable. Voilà, il faut vraiment diverger un maximum pour essayer de converger à la fin, parce que il y a des règles en... Ah oui, c'est Donald Trump. Ouais, maintenant que je le vois. Il y a des règles en brainstorming, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises idées, donc il ne faut pas de jugement, il faut vraiment laisser libre cours. Et surtout dans la deuxième phase de l'exercice, quand j'impose, bah, imaginez que c'est, je ne sais pas moi, Obama qui crée une solution, ou c'est votre tante Germaine qui crée une solution, ou votre père, votre mère, j'en sais rien. Ça ressemblerait à quoi? Il n'y a pas de jugement, c'est une idée. Et elle a autant de valeur que les autres. J'avais un autre exercice. Mais je ne vais pas vous le faire, mais je vais vous l'expliquer. Donc ici, l'idée, c'est de vous faire dessiner donc une tarte et en 4 lignes, la couper en maximum de pièces. Vous devez dessiner 4 lignes sur la tarte fictive. Vous faites un cercle et vous dessinez 4 lignes sur cette tarte et vous devez découper en un maximum de pièces. OK? Donc, là, généralement, ben, les gens me disent ben, j'ai 6, 7, 8 pièces. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve souvent. Ben, en gros, c'est quelles suppositions vous avez faites? Est-ce que les pièces doivent être égales? Est-ce qu'on peut couper qu'en ligne droite? Est-ce que la tarte est en 2D? Est-ce que ouais, hein, il n'y a qu'une seule solution? Ben, en fait, non, parce que ça, c'est une solution. Il n'y a que 4 lignes. Mais j'arrive à couper je ne saurais même pas compter le nombre de pièces qu'il y a à la fin quand j'aurai coupé la tarte en 4 lignes. Vous me direz, bon, après, ça reste de la bouillie si on coupe autant. Mais donc, il faut vraiment retenir cette phrase, il ne faut pas limiter votre challenge, il faut challenger vos limites. OK? Donc, retenez cet exercice avec les tartes, faites-le avec vos collègues, vous verrez que bah, y a le côté cartésien, analytique qui va dire ouais, mais... voilà. Et puis, vous faites ça avec des enfants et eux n'ont pas de limite. Donc, ils vous coupent ça dans n'importe quel sens et ça marche. Parce qu'on n'a pas dit qu'il fallait des lignes droites. C'est vous qui avez créé cette structure mentale. Donc, rappel. Donc, vous voyez en haut à droite le double diamant. Les premières phases, c'est l'empathie. Donc, c'est créer... essayez vraiment d'aimer le problème du client. Essayez d'aimer votre client, votre utilisateur. C'est un process human-centric. Deuxième étape, c'est définir le problème ou définir le challenge qu'on va attaquer.
faire de l'idéation. Donc là, c'était un peu un résumé rapide. En prenant le Customer Journey, on voit les zones qu'il faut améliorer, quelles sont les idées qui émergent rapidement, le mieux, le plus le mieux. Et après, on choisira. Il ne faut pas se limiter à cet endroit-là, il faut vraiment y aller. Il faut que ce soit un flux d'idées. Il n'y en a jamais assez, en fait. Et puis ensuite, on prototype et on synthétise pour arriver vraiment à un problème et une solution qu'on veut attaquer. Vous testez, vous itérez et vous recommencez. Donc voilà, rappelez-vous, c'est un cycle, c'est itératif, il n'y a pas une fin au process, et vous pouvez même faire ça sur des fonctionnalités d'un produit qui est en production. Voilà, il n'y a pas de stress là-dessus. Alors, ça, c'est un exercice que je vous conseillerais de faire, alors, qui est assez simple et bateau. Donc, l'idée, c'est de designer le meilleur wallet. Alors, si vous prenez un Kickstarter wallet, vous seriez surpris de voir ce qu'il en résulte. Le wallet, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Okay, donc ici, on a un wallet donc avec une super vidéo. Donc un wallet, c'est un portefeuille. Hein, donc c'est ce qu'il est en train de montrer là. Donc les porteurs de projet voulaient 30 000 $, ils ont eu 810 000 $. Donc il y a 9 500 personnes qui ont misé sur ce projet. Donc ce n'est pas anodin comme exercice. Il y a encore des problèmes dans les portefeuilles. Donc, comment designer le meilleur wallet? Donc, vous êtes tous potentiellement des clients, votre famille, vos collègues, donc ça c'est facile de trouver l'audience. Alors, vous définissez un certain nombre de questions, des questions ouvertes qui encouragent les histoires. Ah tiens, moi j'ai pas de portefeuille par exemple, parce que je déteste ça, j'aime pas, parce que du coup je le mets dans la poche arrière, parce que j'ai pas souvent des vestes avec des poches intérieures, et donc du coup je me retrouve avec ça dans la poche arrière, et je déteste les gens qui ont des portefeuilles épais comme ça dans la poche arrière. Et donc je veux pas ça, donc je prends un minimum de cartes et un peu de cash, mais j'ai pas de portefeuille. Mais il y a des gens qui ont des portefeuilles parce qu'ils aiment bien mettre leurs photos. Et donc, vous leur dites, ah, des photos de qui? Hein, raconte-moi un peu, c'est quand la dernière fois que tu as mis une photo dedans? Est-ce que tu la regardes souvent? Et ainsi de suite. Une question à la fois, donc pas inondé de questions. Voici mon questionnaire, vas-y, réponds. Bon, si la personne est distante et est disposée à le faire, pourquoi pas? Mais rien de tel qu'une vraie discussion, parce que là, vous allez créer l'empathie. Si ça se fait à distance et en asynchrone, vous ne créerez pas l'empathie. Donc, ne pas suggérer des réponses, donc ne pas finir les phrases des gens, ça c'est quelque chose qui m'horripile, mais qui induit trop fort le discours de la personne. N'ayez pas peur du silence, donc ça c'est aussi une posture de coaching. Il ne faut pas avoir peur de laisser la personne chercher ses mots, chercher l'histoire, et ainsi de suite. Être attentif au non-verbal, demander pourquoi, donc, plusieurs fois, voilà. De nouveau, c'est des techniques éprouvées, voilà. Et surtout, l'écoute active, c'est pour moi aussi être intéressé et se laisser surprendre par les réponses. Et pas avoir déjà la prochaine question au bord des lèvres et on attend juste que la personne puisse prendre son souffle et lui reposer la deuxième question par la suite. Soyez vraiment... Vous êtes là à son service, pas au vôtre. Donc ça, c'est important. Vous le verrez peut-être si vous regardez la vidéo du gars qui explique 25 ans d'expérience. Vous n'êtes pas là pour résoudre les problèmes de votre boîte. Vous êtes là pour résoudre les problèmes de vos clients, de vos utilisateurs. Donc, vraiment, prenez le temps de les écouter. Et alors, donc l'idée, c'est ici, vous prenez quelques minutes, vous définissez un questionnaire et vous prenez 2-3 personnes au hasard à la machine à café. Voilà pour une formation, je fais un petit test. Est-ce que tu as quelques minutes pour moi pour répondre à quelques questions? C'est un exemple assez simple, c'est sur le portefeuille. Voilà. Et si vous avez allez, je vais dire la proximité avec la personne, si vous pouvez même lui demander de vous montrer son portefeuille. Alors, c'est comme le sac à main d'une femme, c'est parfois un peu délicat, parce qu'il y a des choses privées dedans, mais c'est révélateur de plein de choses que la personne ne raconte même pas et n'est même pas consciente, en fait, en regardant le portefeuille. Donc voilà, ça c'est le petit exemple que je peux vous donner aussi. Donc il y a l'exemple de la tarte et celui-ci sur
le portefeuille, vous seriez très surpris des réponses que vous allez avoir sur votre idée préconçue de c'est quoi un portefeuille idéal. Donc voilà. C'est juste des rappels. Le problem statement, donc en fait, qui est le centre des deux diamants, a une formulation, hein, et si vous la respectez, après, il est très facile, vous allez peut-être repérer un langage qui est similaire dans les user stories. Alors, ce n'est pas une formation ou une soirée sur les user stories, mais c'est un format qui est souvent utilisé dans les requirements ou les définitions de solutions dans les équipes agiles. Donc voilà, mais au moins on a le in order to, donc c'est quoi le challenge en fait? C'est quoi le truc qu'on veut, le but premier de résoudre ce problème? Je vais y aller rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Ici, un exemple très concret. Donc on a une expérience d'imagerie médicale qui est l'IRM. Si quelqu'un en a déjà fait, moi j'en ai jamais fait, je touche du bois, je n'ai pas envie de vivre cette expérience parce qu'il paraît que pour quelqu'un qui est claustro, c'est pas génial. Donc en gros, vous rentrez dans un tube et vous entendez un bruit infernal. Et donc pour les enfants, c'est très traumatisant. Et donc, ici, l'idée du problem statement, ce n'était pas de créer un équipement d'imagerie médicale meilleur, mais c'est de créer une meilleure expérience utilisateur pour les enfants, à tel point qu'ils vont l'aimer. Et la solution n'est absolument pas technique. Elle a été de simplement designer une histoire dans laquelle ils sont le héros, et le héros doit passer dans cette machine pour résoudre l'énigme, ou voilà, vraiment finir comme le héros de l'histoire. Donc, ici, on ne parle pas de technique, on parle vraiment juste de résoudre le problème. Et parfois, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment ouvrir tous vos chakras et votre esprit. Ce n'est pas une solution technique, c'est juste une solution là de design. C'est comment on va utiliser la machine. On ne change pas la machine. OK. Donc, j'ai d'autres exemples. Donc, moi, l'idée vraiment aujourd'hui, c'était de vous amener au centre ici. J'espère que c'est fait. Ça ira vite. Ça a été vite. Mais vous avez le replay au cas où, avec quelques exemples. Après, donc, l'idée, c'est de passer à l'idéation. Mais ça, il y a encore plein. Si vous voulez aller plus loin, on pourra en reparler. Deux trucs que je vous recommande. Donc, ce bouquin-ci, donc c'est celui que vous voyez donc à l'écran, le kit du design thinking, qui existe en anglais aussi, la design thinking toolbox. Et donc, pour chaque étape, moi, je vous ai montré quelques exemples d'outils. Là, il y en a blindé. Donc, voilà, vous trouverez bien votre bonheur là-dedans. Mais d'abord, comprenez c'est quoi le process et à quoi sert chaque étape. Et ensuite, vous sélectionnerez, un peu comme une rétrospective dans une équipe agile, vous pouvez varier les plaisirs avec d'autres workshops que ceux que vous avez l'habitude. Donc, oui, ça c'était pour la journée agile. Donc, bon, vous êtes loin de moi, donc c'est peut-être moins à propos, mais si vous voulez participer à une journée découverte design thinking, où là on va vraiment au nœud du problème et on en prend le temps, voilà, il y a un lien. Donc, merci. Moi, j'ai fini. Mais s'il y a des questions, je reste disponible. Je suis là pour vous. Merci Norman. Alors voilà, maintenant, les questions, est-ce qu'on est encore? Qui c'est qui a des questions? Je peux profiter. Est-ce qu'on peut appliquer le design thinking à n'importe quelle idée, quel type de problème? De l'idée derrière la fondation d'une startup à la forme d'entrée de données d'une appli web, des cas où c'est plutôt à éviter. Moi, je ne connais pas de limitation à ça. Moi, je dirais que non. Après, c'est comme l'agilité. C'est comme la question ressemblerait à est-ce qu'on peut appliquer l'agilité à n'importe quoi? Ma réponse serait oui, mais pas forcément Scrum. Donc ici, dans le design thinking, le concept lui-même, oui, très clairement. Après, les exemples que je vous ai montrés de workshop ou de façon de le faire, peut-être pas. Mais comme je vous ai montré ici, il y a beaucoup de façons de faire chaque étape. Et en fonction du type
si on s'adresse qu'à des ingénieurs ou qu'à une équipe marketing ou à des patients malades, bah, évidemment, la façon de faire les choses est un peu différente. Mais moi, je ne vois pas trop de limitations. Par contre, Alessandro, si tu en as, si tu vois des contre-exemples, n'hésite pas à les partager. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, merci. Merci à toi. Donc, on est en petite audience, on est en petit comité, donc n'hésitez pas, si vous voulez, rallumer les micros et chatter. On peut même arrêter d'enregistrer si vous préférez. Si vous voulez intervenir avec la caméra, il n'y a pas de stress. Moi, j'avais peut-être juste encore une question par rapport à la proposition de faire une découverte. Est-ce que tu en proposerais une en remote, une petite session, ce serait quelque chose sur un élément du diamant qu'on pourrait définir ensemble en particulier? Ce serait quelque chose de faisable? Oui, donc je précise aussi, donc je travaille chez Elia comme coach externe. J'ai démarré en 2020. Donc, je n'ai rencontré aucun des membres de mon équipe avant fin 2021. Donc, j'ai tout fait en ligne. Donc, j'ai beaucoup de tous ces process et workshops déjà sur Miro, par exemple. Donc, si vous utilisez Miro, bah, oui. Si vous utilisez Mural, bah, en fait, il faut juste copier-coller ou un autre outil. Mais donc, oui, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, quasi exclusivement en ligne. Donc, oui, la réponse est oui. Après, comme je disais à Alexandre en introduction, je pense que dans pas trop longtemps, je vais aller passer quelques jours en Suisse. Donc, j'aimerais rencontrer mes collègues de Pixie Suisse. Donc, voilà, si tu veux qu'on se rencontre en réel, parce que j'existe en vrai, volontiers. Je prends rendez-vous. Ok, ça va. Alors, le mieux, donc tu as mon email, je ne sais plus où je l'ai mis, ouais, premier slide, je pense. Sinon, bah, sur LinkedIn, Norman de Scoer, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc, tu peux m'envoyer un mail ou sur LinkedIn ou via Pixie Suisse ou voilà. Tous les chemins mènent à moi. Ou via Alexandre, évidemment, donc, que je remercie au passage. De toi, je te remercie pour cette présentation. Très intéressante, très sympa. Merci. Bon. Encore une question. De 1 et de 2. Bon, je pense que c'est fini pour ce soir. Super. Donc, merci encore. Ouais, bah, quand tu viens sur Lausanne, ce que tu m'as dit que tu viendrais sur Lausanne, ouais. Ben, fais-toi entendre. Si on a un meet-up, bah, tu seras volontiers invité à venir, surtout que ce sera plus technique en présentiel. C'est sur Lausanne aussi de toute façon. Donc, volontiers, bien tu dis, et puis on s'arrange pour faire un meet-up. T'en fais pas pour ça. Oui, super. Bah Voilà. oui, ça va. Okay. Avec plaisir. Donc, je viendrai vous voir. Ouais. Je prendrai quelques bières belges. Ça marche, ça sera très bien. Ça sera très, très bien. Voilà. Puis on t'amènera à boire des bières québécoises. Il y a les beaux gosses, il y a un pub québécois à Lausanne si tu n'as jamais été. Oui, je m'en rappelle. Oui, si je me souviens bien, il y a plein d'écrans, plein de télé, genre le C'est Café pour des faire du Sports. sport. Ouais, c'est ça, voilà. Tout à fait. Oui, exact. Tout à fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée pour Laurence. Voilà, bonne journée à Laurence qui commence sa journée. C'est le matin chez elle. Non, c'est 14h. l'après-midi. 14h, ouais. C'est déjà l'après-midi. Ouais. Alors, bon après-midi, Laurence. Merci. Voilà, merci pour cette belle rencontre. Ouais. Voilà. Et pour tous les autres, alors je vous rappelle, mardi prochain, on a le premier présentiel sur Genève pour ceux qui sont dans la région genevoise ou qui veulent bien descendre de Lausanne jusqu'à Genève ou d'ailleurs depuis Genève. Avant le Covid, on avait des gens qui venaient de Neuchâtel pour les événements à Genève. Donc, tout est possible. Et puis, on devrait normalement avoir
un autre événement en présentiel d'ici la fin du mois de juin sur Lausanne. Ok. Et puis le Valais, ce sera probablement à la rentrée. Voilà. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci. Merci. Merci à toi, Norman. Salut, ouais. Bonne Ciao, ciao. soirée, merci.